Azul. Azul. Je tiens à vous remercier d'être venu jusque chez moi pour cette interview. Vous êtes déplacé de Paris jusqu'ici. C'est quand même un parcours et je suis très sensible. Alors, vous avez dit que j'étais l'un des piliers de la Révolution. Je pense que c'est excessif. Le terme est excessif. Incontestablement, pendant la Révolution, j'étais plus quelqu'un qui était un marginal que quelqu'un qui était au centre de la Révolution dirigée par le FLN et l'ALN. J'avais des idées différentes déjà à l'époque. C'était des idées que je continue de défendre actuellement. J'étais intégré au FLN à Paris. J'ai apporté ma contribution à Paris tout en respectant totalement mes idées. Je tenais à faire cette mise au point. En second lieu, je tiens à me souvenir de cette période des dernières années que j'ai passées ici en France avant de rentrer en Algérie, avant d'avoir en fin de compte un passeport et de rentrer en Algérie. J'ai fréquenté quelques années avant de rentrer quelques amis chaouis. Je ne me souviens pas de leur nom, garçons et filles d'ailleurs. L'un d'entre eux se prénomme Messaoud. Son nom, je ne le connais pas, je ne m'en souviens pas. Je le connaissais, je ne m'en souviens pas. Je me souviens, il m'avait invité, enfin, le Chaoui m'avait invité à l'époque à la commémoration des 20 ans de la Kahena. La Kahena, sa chanteuse, je crois que c'est son épouse, c'était à l'époque son épouse en tout cas. C'était les 20 ans de son anniversaire, j'étais invité. Ça s'est passé un petit peu tardivement, c'était prévu pour fin d'après-midi, mais c'était un peu plus loin. Et moi, je devais rentrer quand même tôt. J'ai dit, je me suis excusé, je suis resté un bon moment là-bas avec eux, quelques petites heures quand même, quelques 2 heures. J'ai dit, je m'en vais, je ne peux pas assister à ce qui va se développer par la suite parce que je dois rentrer. Mon train dernier est à 8h05. Bon, on en a discuté, il a dit, il faut absolument que tu dises quelques mots. Bien entendu, j'ai accepté avec plaisir. Mais au préalable, j'ai entendu pas mal de frères chaouis qui ont parlé de la culture populaire chaoui. Mais elle est d'une richesse absolument extraordinaire. Elle m'a grandement impressionné et j'ai tenu à en faire état et à saluer cette circonstance. Je me souviens, en prenant la parole, j'étais très court, j'ai dû parler pendant peut-être 5 minutes, 10 minutes, je ne le pense pas. Qu'est-ce que j'ai dit entre autres? C'était à la fin. J'ai dit, je suis kabyle et j'en suis fier. Permettez-moi de dire également que je suis chaoui et que j'en suis fier. Bien entendu, pas simplement kabyle et chaoui, mais algérien dans son intégralité, Afrique du Nord dans son intégralité. Je me souviens, la salle, composée d'hommes, de femmes et d'enfants, s'est levée en entier. Et j'ai vu des femmes pleurer. Et je dois vous dire que moi-même, j'ai été troublé. Voilà. C'était à l'invitation de Messaoud. C'était lui qui présidait, c'était lui qui avait insisté que je prenne la parole. Je tenais à évoquer ceci et à honorer sa mémoire. C'est à votre nom? Parce qu'il est décédé. Non, ici en France. Ah, en France. Ici en France. Okay. Un deuxième élément le concernant. On avait publié un de mes livres, un de mes premiers livres ici en France. C'était sur la langue arabe classique, réflexion sur la langue arabe classique. On m'avait apporté 5 exemplaires, il venait de sortir 5 exemplaires, il tenait absolument à avoir, on a organisé un banquet, il était présent pour mon départ, il m'a dit je tiens à avoir le lire et je te l'apporterai moi-même à votre départ en Algérie. Il a passé toute la nuit à le dire. Qu'est-ce qu'il m'a dit lorsqu'il m'a rapporté le livre? Ce n'est pas vous qui l'avez écrit, c'est moi. Ce n'est pas vous qui l'avez écrit, c'est moi. Ça m'a fait un plaisir immense. Et c'est une preuve que ce que j'avais écrit pouvait être partagé par tout le monde, parce que c'est un travail très sérieux que j'avais fait, un travail scientifique très sérieux que j'avais fait à cette époque. Alors j'ai appris qu'il est décédé, paix à son âme, et qu'il a été inhumé dans son village natal,
Il a écrit pas mal d'œuvres, toutes consacrées, comme il l'a dit lui-même, aux Aurès. Et je tiens à saluer, à évoquer sa mémoire et à le saluer. C'était réflexion sur la langue arabe, c'est ça? Le livre, c'est Réflexion sur la langue arabe classique. La langue arabe classique. D'ailleurs, je vais vous lire. Vous êtes, mais alors, vous dites que c'est une langue ségrégationniste, une langue discriminatoire destinée à maintenir les larges masses populaires méprisées et exploitées dans l'ignorance et dans la soumission. Absolument, absolument. J'ai un exemplaire ici, si Morad le veut bien, il peut vous l'apporter. Morad? Oui. Tu peux apporter le livre sur la réflexion sur la langue arabe classique. Oui. Tu peux apporter les autres, mais le cadre, un est absent. Un de mes amis l'a pris. Donc, la langue arabe, c'est une langue comme une autre, mais disons... Ce n'est pas justement, c'est là la différence. Elle est où la différence? La langue arabe classique n'est pas une langue comme une autre. L'arabe qui est parlé du vivant du prophète, c'est une langue comme une autre. C'est un dialecte d'ailleurs. Un dialecte à l'époque, parce que en Arabie, comme dans tous les pays, avant qu'ils n'accèdent à la modernité, ils avaient plusieurs dialectes qui se sont par la suite concentrés. Issus de l'hébreu, de l'araméen? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une langue féodalo-esclavagiste. C'est ça. C'est une langue féodalo-esclavagiste. Pourquoi c'est une langue féodalo-esclavagiste? Ce n'est pas de la polémique, c'est une vérité. À travers l'histoire de l'humanité, dans toute une série de pays, il y a ceux qui ont gouverné, les aristocraties qui ont gouverné, qui ont tenu à créer une langue particulière à partir des langues que parlaient les gens. Mais ils l'ont développé et petit à petit, ils l'ont développé de manière telle qu'ils lui ont donné des développements qui étaient ignorés de la langue de base et surtout une grammaire qui est tout à fait différente. Ce qui fait que c'est devenu une langue différente. Mais elle est créée à partir d'une langue qui existe. Cela est arrivé avec les Grecs. Cela est arrivé avec le latin classique, cela est arrivé avec la langue arabe. Elle a été créée par les esclavagistes et par les féodaux de manière très compliquée, de manière telle qu'elle ne puisse pas être comprise et être utilisée par le petit peuple qui était dans l'ignorance. Il fallait maintenir le peuple dans l'ignorance et la médiocrité, en créant une langue à laquelle il ne peut pas accéder. Cela d'autant plus qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école. C'est une langue féodalo-esclavagiste. Elles sont faites pour ça. Elles sont créées pour ça. Ce ne sont pas des langues populaires, ce sont des langues aristocratiques. Elles sont faites pour dominer le peuple. Elle a été utilisée en tant qu'instrument de domination des peuples coloniaux. Cela est fait par les Grecs, cela a été fait par les Romains, cela a été fait par les Arabes. Donc tous les pays qui ont comme langue officielle l'arabe, ils verront jamais le jour. Non, pas du tout. C'est une langue qui est difficile. C'est une force d'inertie retardataire. C'est une force d'inertie retardataire parce que c'est une langue difficile. À son développement, les langues nationales, c'est tout le peuple qui participe à la révolution. Tandis que ces langues-là sont tellement difficiles que c'est une fraction la plus évoluée, la plus spécialisée de la population qui peut adhérer à son développement. Or, ce n'est pas suffisant pour développer une langue. Il faut que le peuple entier s'y participe. C'est pourquoi elle sera constamment en retard. Ceux qui ont utilisé le latin ont fini par l'abandonner. Ceux qui ont fini par utiliser le grec ont fini par l'abandonner. Et par les arabes, inévitablement, elle tombera, elle finira par être une langue ancienne, pas morte comme on le dit, mais une langue ancienne, comme a été le latin, comme a été le grec, comme a été également la langue utilisée par les brahmanistes, le nom m'échappe. C'était une langue de clan. C'est des langues de clan. Elle a été utilisée d'ailleurs par les Omeyyades qui sont des ennemis du prophète.
Elle n'a pas été créée en Arabie. Elle a été créée à Damas. Et également avec la participation, parce que les Irakiens étaient également à l'époque colonisés. L'apport est surtout damascène et irakien. Les Arabes y ont très peu participé. Et les Omeyyades n'ont pas établi leur État en Arabie Saoudite, parce qu'ils étaient impopulaires, c'était des ennemis du prophète. Les Omeyyades, c'est le fils d'Abu Sufyan et c'est le fils de Hind. Ce sont les ennemis les plus grands du prophète, qui sont devenus par la suite musulmans. Tout ça, c'est de la blague. Tout ça, c'est de la blague. J'ajouterai que après avoir régné en tant que calife pendant quelques temps, quelques 70 années, je crois 75 années, ils ont été renversés, ils ont été noyés dans le sang, tous, par les Abbassides, les proches du prophète. Ils ont été renversés et noyés dans le sang, à l'exception d'un seul, Abdurrahman, qui est parti en Espagne pour créer un émirat. Ce sont des ennemis du prophète qui ont créé cette langue. Malheureusement, elle a été maintenue puisqu'elle s'était imposée en tant que langue de culture et en tant que langue de la religion, avec interdiction formelle d'utiliser une autre langue, y compris la langue parlée, dans des commentaires. Il fallait utiliser la langue arabe classique. Je préfère ne pas trop m'éterniser sur cette question, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est une langue d'inertie retardataire. Elle ne peut pas faire évoluer un peuple. Elle a été utilisée en Algérie. Ça a fait des médiocres. C'est la médiocrité qui règne. Et du reste, dans certains pays, dans les Émirats, actuellement, on a surtout de plus en plus recours à l'anglais, au détriment de l'arabe, parce qu'encore une fois, c'est une langue d'inertie retardataire, elle n'est pas un instrument de développement, elle est incapable d'être un instrument de développement, et plus les sciences de la pensée, de la nature, de la technique et de la technologie se développeront, plus elle sera arriérée, parce qu'elle ne peut pas suivre. Absolument. J'en ai fini sur ce point. Absolument. Je préfère qu'on aborde des problèmes beaucoup plus importants. Et le fait que, je dois dire que le pouvoir algérien s'attarde sur certains points, c'est un instrument de l'arabisme. Les Omeyyades ont utilisé l'islam, ils l'ont confondu avec l'arabisme. Ils ont confondu l'islam et arabe pour faire l'arabo-islamisme. Ils ont fait de l'islam un instrument de conquête et de domination. Voilà ce qu'ils ont fait. Et du reste, en Algérie, il ne faut pas oublier, les premiers qui ont fait la conquête, vous savez qu'il y avait 72 ou 75, je ne me souviens plus très bien, révoltes en Afrique du Nord, ils ont rejeté et l'arabisme et l'islam, précisément par la sauvagerie de Uqba, la sauvagerie de Hassan et la sauvagerie de Moussa. Ce sont les trois grands conquérants qui ont réalisé la conquête de l'Afrique du Nord. Et pourtant, il y a des mosquées, il y a des écoles au nom de Non, mais ça c'est normal, nous sommes l'Algérie est musulmane, ça c'est un autre problème. Il ne faut pas confondre, attention, l'islamisme et religion. La religion c'est une autre chose. Les islamistes, ce sont les assassins contemporains de l'islam. C'est eux les assassins de l'islam. Le prophète Mohammed a fait de la femme qui n'était rien, absolument rien. Il a fait au moins la moitié d'un homme, il l'a fait avancer. Et avec des conditions qui étaient acceptables. Il faut partir de cet esprit pour faire avancer la condition de la femme et faire que la femme soit l'égalité de l'homme. Et s'il reste dans les ornières anciennes, dans la tradition ancienne, comment voulez-vous que les femmes, à titre d'exemple, que les femmes qui évoluent, qui s'instruisent, puissent accepter d'être la moitié d'un homme? Comment voulez-vous qu'ils puissent accepter d'être inégales d'un homme alors qu'elles ont la possibilité de voter? Mais toutes les femmes, progressivement, vont dire, ben si c'est ça l'islam, on n'en veut pas. C'est pour ça que je dis, c'est une des raisons qui fait que je dise, les islamistes sont les assassins contemporains de l'islam. Jamais je n'ai tenu un propos contre l'islam. J'ai toujours combattu l'islamisme. L'islam, qui était pratiqué par nos paysans chez nous, tel qu'il était opposé par ma mère par exemple, et par beaucoup de personnes en Algérie, ben c'est très bien.
C'est très bien. Actuellement, il y a un courant nouveau. Il y a deux personnalités qui sont en train d'émerger actuellement. Il y a de jeunes forces qui sont en train d'essayer d'adapter l'islam à la période moderne. Il y a déjà quelques noms qui sont connus en Algérie. Il y a quelques nouveaux noms ces derniers temps. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. C'est Razeka Adnani. J'ai pu avoir deux de ses livres, je ne la connais pas, mais qui développe des thèmes qui sont modernistes. Ils adaptent l'islam à la période moderne. C'est également le cas de Saïd Djebel Khair qui a été condamné ces derniers temps, malheureusement condamné ces derniers temps. Ce sont deux jeunes forces qui sont en train de s'imposer, qu'il faut équiter et il faut faire en sorte qu'ils soient connus et que leurs idées se développent en Algérie. J'espère qu'il y en aura d'autres encore, mais j'ai tenu à citer ces deux noms. Oui. Alors, attaquons les vrais problèmes. D'accord. Alors, à propos de l'islamisme, il y a un argent monstre qui est donné à ces islamistes, notamment des chaînes de télévision. On peut citer El Maghribiya avec tout le travail que cette chaîne est en train de faire. Comment que ça puisse exister une chaîne entre guillemets algérienne financée par le Qatar, il faut le dire, et qui a rubis sur ongle sur la pensée de beaucoup de jeunes Algériens. Comment on peut expliquer ça? Je dois tout d'abord vous dire que je suis rentré dans l'opposition très vite en Algérie à l'époque où Ben Bella était au pouvoir. On m'avait dit tout à fait au départ que ses premiers propos c'était des propos qu'il allait abandonner, que petit à petit, du fait de son adhésion au socialisme, même si ce socialisme est islamique, eh bien, il pouvait quand même évoluer. Mais très vite, j'ai compris que tout cela était de la manœuvre. Mais j'ai toujours gardé dans mon esprit ces propos provocateurs avant qu'il ne rentre, qu'il a développé par la suite. L'Algérie est arabe, l'Algérie est arabe, l'Algérie est arabe. Et depuis, on a gardé cette politique. On a pratiqué une politique d'arabe et d'arabisation. Et dès le départ, dès 62, j'ai opposé à cette politique, celle que j'ai toujours défendue, à savoir la politique d'Algérie algérienne et la politique d'algérianisation. J'ai toujours dit dès le départ que en Algérie, on vient d'être libéré d'un grand poids, celui du colonialisme français, qui nous écrasait, qui écrasait le pays, qui le dominait, qui l'étouffait. Mais nous ne sommes pas libérés nationalement. L'indépendance est une fausse indépendance. Nous étions anciennement sous la dépendance du colonialisme français. Maintenant, nous sommes sous la dépendance de l'arabo-islamisme. Et l'un comme l'autre sont des dangers pour le pays. Et ça fait combien de temps maintenant? Près de 60 ans qu'ils sont au pouvoir. Quels sont les développements que nous avons connus avec cet arabo-islamisme? On sait très bien dans quelle situation nous sommes. Nous sommes depuis cette époque-là jusqu'à l'époque actuelle. On dit que c'est négatif, on est certainement excessif dans cette évaluation, mais enfin, on n'a pas fait grand-chose alors qu'on pouvait faire grand-chose. On pouvait faire beaucoup de choses. J'ai opposé à cette politique d'arabisation la politique d'algérianisation. On a considéré que l'Algérie est unifiée nationalement. C'est absolument faux. L'Algérie, c'était au départ un pays. Un pays qui était libéré depuis que la France est rentrée, mais c'est fait dans son intérêt, qui a été libéré de ses morcellements internes de caractère tribal et de caractère féodal. De ce point de vue, l'Algérie est incontestablement unifiée. Mais nationalement, il ne l'est pas. Pour qu'il le soit nationalement, il faut absolument qu'il y ait identité dans un certain nombre de critères qui sont essentiels. J'ai toujours soutenu que l'Algérie
est un pays binational. Il y a deux communautés nationales au sein du pays que constitue l'Algérie. Deux communautés nationales. Les deux communautés ont une origine ethnique commune. Ce sont tous des Berbères. Ils ont une histoire commune qui malheureusement a été pour l'essentiel négative. Elle est commune aux berbérophones comme aux arabophones. Du point de vue de la culture, elle est pour l'essentiel commune. J'insiste beaucoup sur ce point. Mais accessoirement, elle est moins. Partiellement, elle est moins. Et j'ai dit aussi qu'il y a des régions qui ont des particularités, qui ont des spécificités qu'il faut respecter. La Kabylie a ses spécificités. Il faut les respecter. Il n'y a pas que la Kabylie qui a des spécificités. Les Chaouis ont leurs propres spécificités et elles sont d'un enrichissement aussi grand que celle de la Kabylie. Les Mozabites ont leurs propres spécificités qui sont également grandes. Les Touaregs ont leurs spécificités qui sont également grandes. Est-ce que Tlemcen n'a pas sa spécificité au point de vue culturel? Elle a ses spécificités. D'autres régions arabophones ont également leurs spécificités. La région de Sétif, qui est une communauté mixte, où il y a arabophones et berbérophones, elle a sa spécificité. Il faut tenir compte de ces spécificités. Si on n'en tient pas compte, plus on ira, plus l'Algérie, avec la modernité, rentrera dans la prise de conscience de ses spécificités. Et qu'est-ce qui va se produire en Algérie? Une forme d'anarchie. Il faut tenir compte de cela. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut deux États fédéraux. Deux États fédéraux. Un pouvoir central, bien sûr, un pouvoir central, avec la communauté berbère-berbérophone et la communauté berbère-arabophone, qui sont intimement liées entre elles. Elles s'interpénètrent à tout point de vue, y compris du point de vue linguistique. Elles s'interpénètrent. Ce sont deux communautés qui sont donc frères, impossible de séparer. Elles se distinguent, mais elles ne se séparent pas, elles ne peuvent pas se séparer. Elles ont, qu'est-ce qui les distingue surtout? Ce sont les langues. Les berbérophones parlent le berbère, les arabophones parlent l'arabe algérien. Encore une fois, j'ai dit que l'arabe algérien est pénétré de berbère et le berbère est pénétré d'arabe algérien. C'est dire vraiment combien les éléments d'union sont tellement forts, tissés par l'histoire sont tellement forts. Il y a donc la communauté berbère-berbérophone, la communauté berbère-arabophone. Elles ont la langue nationale de la communauté berbère-arabophone, c'est l'arabe algérien, ce n'est pas une autre. C'est l'arabe algérien, c'est celle qui est parlée par toute la communauté berbère-arabe. C'est ça, c'est le critère de la définition d'une langue nationale. La langue nationale est parlée par toute une communauté. L'arabe algérien est parlé par toute la communauté berbérophone. La langue berbère est parlée par toute la communauté berbérophone. Donc, ce qui les sépare essentiellement, ce sont les deux langues, mais qui les sépare, le terme est fort, qui les distingue, et je tiens à y revenir, qui les distingue, mais par ailleurs, elles sont étroitement unies. La langue qui doit être la langue nationale et officielle chez les arabophones, c'est l'arabe algérien. Et croyez-moi qu'elle est riche. Elle est plus riche qu'on le pense. Tous les ans, un journaliste, je crois qu'il porte le nom de Dib. Tous les ans, on a de Je crois qu'il porte le nom de Dib. A écrit il y a bien longtemps. Et je crois que c'est dans El Moudjahid qu'il l'a écrit. Qu'il a connu un poète tlemcenien. Un poète tlemcenien, je crois que c'est dans les environs du XVIIIe siècle, qui a fait un poème en arabe classique et il l'a fait également en arabe algérien. Il a souligné le fait que celui fait en arabe algérien était loin d'être déprécié par celui qui est fait en arabe classique. Elle est plus riche qu'on le pense. Et puis surtout, mais tous les arabophones vont s'unir pour la développer.
Tous les arabophones vont s'y mettre. En ce qui semble la langue berbère, c'est exactement la même chose. Tous les berbérophones vont s'y mettre et ça va se développer avec une grande rapidité. Et la preuve nous est déjà donnée par certains pays asiatiques qui se sont développés avec une rapidité étourdissante, y compris dans leur langue nationale, parce qu'elle est nationale, parce qu'elle est parlée par la nation, par les populations du pays. C'est celle-là la langue nationale, ce n'est rien d'autre. Il y a, ces derniers temps, on a voulu tromper par le peuple, pas simplement le pouvoir, mais également un certain nombre de politiciens qui veulent tromper le peuple, qui se réclament soi-disant de la démocratie, et même de l'algérianité, de la berbérité jusqu'à certains points. Et ils ont reconnu la langue berbère comme langue nationale et officielle. Effectivement, le pouvoir a reculé sous Ben Bella, sous Boumedienne, c'est ça, sous Bouteflika. Il a reculé, il a reconnu la langue berbère en tant que langue nationale et en tant que langue officielle. Mais si elle n'est pas pratiquement la langue d'enseignement, la langue réellement fiable de la communauté berbère-berbérophone, s'il n'y a pas un État qui s'occupe de sa défense et de son développement, mais elle est destinée à mourir. Et pour l'arabe algérien, c'est exactement la même chose. Pour que les deux communautés nationales vivent, pour que la langue berbère et l'arabe algérien vivent, il faut qu'il y ait deux États. Un État berbère-berbérophone et un État berbère-arabophone, coiffé par un État central. Je dois préciser, apporter un certain nombre de précisions. Cet État central doit être justement représenté par les deux communautés nationales. Pour qu'il y ait, il faut trouver un équilibre. Les lois, pour l'essentiel, les lois seront communes aux berbérophones et aux arabophones. J'apporte cette précision. Mais maintenant, il y a des spécificités chez les berbérophones. Il y a des spécificités chez les arabophones. Dans la mesure où elles sont communes dans ces deux communautés, il y a liberté pour les États régionaux de développer des lois qui en tiennent compte. Également, il y a dans des régions des spécificités. Il est tout à fait normal qu'il y ait des États régionaux qui s'en occupent, qui les préservent, qui les développent, qui les préservent. Attention, je vois ces derniers temps, on tient à développer les traditions anciennes. Vous savez, les traditions, elles changent dans le développement de la vie d'un peuple. Il y a certaines qui ont été utiles un temps, et par la suite, elles constituent un frein pour le développement de ces pays. Il faut les abandonner, celles-là, et en créer d'autres, nouvelles, etc., ou adapter les anciennes. Il ne faut pas être prisonnier, tout à fait prisonnier de toutes les traditions anciennes. Voilà la politique que j'ai préconisée. J'ajoute ceci. Il faut que les berbérophones, il faut que l'arabe algérien soit enseigné chez les berbérophones en tant que langue obligatoire. Pas en tant que langue nationale, puisqu'elle ne l'est pas. Mais en tant que langue seconde, il faut qu'elle soit obligatoire. Il faut que le berbère soit enseigné aux arabophones en tant que langue obligatoire, en tant que langue seconde. De telle sorte que l'Algérie soit un pays bilingue. Tout Algérien est bilingue. Il connaît les deux langues. Où qu'il aille, il est chez lui. Où qu'il aille, il est chez lui parce qu'il connaît les deux langues, parce qu'il est imprégné de la même culture, il connaît les deux langues, donc il peut y aller. Dans un premier temps, c'est vrai, elles ne sont pas suffisamment développées et il faut travailler à la développement. Nous avons besoin d'une langue étrangère qui soit aussi développée que possible. Ça peut être l'allemand, ça peut être le chinois, ça peut être l'anglais, ça peut être le français. Je crois que tout naturellement, c'est ce qu'ont fait tous les peuples qui viennent de se libérer de la domination coloniale. C'est la langue qui est déjà connue dans le pays et qui est adoptée. Et normalement, c'est la langue française qu'il faut adopter. Elle est suffisamment développée pour nous permettre, pendant toute une période historique, d'assurer le développement des Algériens, le développement de l'Algérie. Ce qui ne veut pas dire qu'elle doit constituer un frein pour le développement des langues nationales. Au contraire, elle doit constituer une base pour assurer le développement des deux langues nationales. Je crois que j'en ai fini sur ce point. Maintenant, sans volonté politique. Maintenant, absolument, il faut deux États fédéraux, deux États nationaux, un pouvoir central, deux États nationaux et des États régionaux. Il n'y a pas d'autre politique que celle-là. Il n'y a pas d'autre politique. Finalement,
on y reviendra, on fera tout ce qu'on voudra, on ne peut pas ne pas y revenir, parce que plus on ira, plus il y a l'éveil qui se fait, puis il y a la modernité qui pénètre, quoi qu'on fasse pour empêcher cette modernité de rentrer, et puis on comprendra, on finira par savoir quelles sont les réalités du pays, les réalités, y compris dans le domaine culturel, y compris dans le domaine linguistique. J'ai donc lutté contre le pouvoir sur ce point. J'ai lutté contre l'arabo-islamisme, contre le pouvoir. Évidemment, il y a un arabo-islamisme beaucoup plus grave qui s'est affirmé en Algérie, qui a été jusqu'à un certain point préparé par le pouvoir, la dictature en place, qui a développé des idées arabo-islamistes, il est vrai, plus atténuées, moins violentes, mais qui existaient quand même. Le terrain a été préparé pour eux, et ça a conduit à quoi? Aux événements du Fils, aux événements de 90. Ça a été une guerre civile affreuse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On s'est attardé, vous avez parlé tout à l'heure de l'Maghrabia, ils parlaient des crimes faits par l'armée, mais ils ont eu les crimes faits par les islamistes. Est-ce que vous savez tout ce qu'ils ont fait, les islamistes? Ils ont étouffé les régions où ils se sont imposés, incapables de parler librement, les femmes interdites de sortir sans voile. On a jeté, je commence à être fatigué, il ne faudrait pas parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. On a cherché à défigurer des femmes, défigurer des femmes au vitriol. On a éventré des femmes. Mais ce qu'ils ont fait, c'est absolument affreux. Absolument. C'est plus que de la barbarie, c'est de la sauvagerie. C'est quelque chose qui est absolument inadmissible, dont on doit constamment se souvenir. J'ai là une liste des personnes qu'ils ont. Il y a la petite Bengana là, lycéenne d'Alger, qu'ils ont tué. J'ai toute une liste ici, s'il faut que je vous égorgé. Je crois que je l'ai déjà fait dans une précédente interview que j'ai accordée. Le mal qu'ils ont fait, il est incroyablement grand. Il ne faut pas oublier que l'arabo-islamisme, l'islamisme, c'est le fléau le plus grave qui peut s'abattre sur un pays, et qui peut s'abattre également sur la religion, sur le pays en entier, y compris dans son expression religieuse. C'est le fléau le plus grave. On a connu l'islamisme de l'époque du Fils. Maintenant, on connaît un islamisme un peu plus rusé. Je ne dirais pas intelligent, je dirais plutôt un peu plus rusé. Les islamistes ont fait quelques adaptations. Si ça ne fait rien, un peu de côté. Les islamistes ont été cette fois-ci plus rusés. Ils ont compris que l'islamisme à la mode du fisme était quelque chose qui est absolument inacceptable dans le pays. Ils ont soi-disant pris un visage nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Peut-être que leurs commanditaires leur ont recommandé de faire, d'être moins violents, peut-être, je n'en sais rien. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils ont vu ce qui se passe en Algérie. Il y a le pouvoir, la dictature militaire en Algérie, qui a senti le besoin de se donner une représentation civile, et de parler de modernité et de parler de démocratie. On dit que la démocratie existe en Algérie parce qu'il y a un pouvoir civil devant le pouvoir militaire. Eh bien, ils ont fait la même chose. Ils ont fait exactement la même chose. Ils ont copié le pouvoir. Ils n'ont fait rien d'autre que copier le pouvoir. Ils ont considéré le pouvoir s'est donné une façade démocratique. Pourquoi voulez-vous qu'ils ne se donnent pas une façade démocratique eux aussi? Ils ont également un exemple
C'est l'exemple de l'ayatollah Khomeini. Avant de prendre le pouvoir, Khomeini avait il a pris de tous les démocrates une position de sage, une position détendue, absolument détendue, un peu dans tous les domaines. Il avait avec lui des démocrates, il avait avec lui jusqu'à des communistes, Eh bien, tant qu'il était dans l'opposition, eh bien, il était très agréable avec eux. Mais lorsqu'il est rentré, qu'il a pris le pouvoir, qu'il s'est renforcé, il s'est débarrassé d'eux. Il les a emprisonnés, ils les ont assassinés et ils les ont fait passer pour des traîtres. Voilà. Et c'est la leçon, Alors, le Rachad, qui c'est qui est à la tête du Rachad? C'est le fils de Abbasi Madani. Qui c'est qui est à la tête de Maghrabia? C'est Abbasi Madani. C'est lui qui l'a créé. Les deux sont sa propre création, avec quelques éléments du fils et quelques comparses. Et on va nous dire que ce n'est pas de l'islamisme. Est-ce que le fils d'Abbasi Madani a rejeté les positions de son père? Est-ce qu'il a renié son père? Non. Est-ce qu'il a rejeté ses professions de foi? Jamais. Il est resté fidèle à son père. Mais il n'apparaît pas. Il est dans l'ombre. Il est caché. C'est le vrai islamisme qui est derrière et qui manipule. Ils ont créé El Maghrabia, c'est ça, leur propre façade, et leur incarnation essentielle, elle a été incarnée surtout par Jamal Din Ben Chenouf. Certains de mes amis disent de lui que c'est un gourou, effectivement. Vous avez un certain nombre de personnes, paraît-il, cultivées, y compris des Kabyles, qui se plaient des salam alek devant lui, comme si on avait affaire à quelqu'un d'absolument extraordinaire. Personnellement, j'ai trouvé un personnage dans la littérature allemande qui correspond très bien à ce qu'il est, et c'est Mephistopheles. C'est un homme plein de ruse, il a des capacités incontestables, il en use, et il en abuse pour appeler les gens. Des gens viennent, disent, mais nous pouvons dire ce que nous voulons, mais précisément c'est ce qu'ils demandent. Il faut qu'ils donnent l'image d'une façade démocratique. C'est précisément ce qu'ils veulent. Voilà, mais c'est une honte pour ces gens-là qui courent après cette façade-là. Et puis El Maghrabia. Mais la dénomination même d'El Maghrabia, c'est une insulte à l'Algérie. Nous ne sommes pas des Maghrébins. En arabe, je crois qu'on appelle ça Chameliel Ifriqiya. C'est bien cela. Oui. L'étoile nord-africaine s'est réclamée de cela à sa naissance. Oui. N'est-ce pas? Nous sommes Chameliel Ifriqiya. Nous sommes Tamzra, nous sommes la Berbérie, nous sommes l'Algérie. Nous ne sommes pas le Maghreb. À bas le Maghreb. Qu'il soit arabe ou qu'il ne le soit pas, ou qu'il soit caché. Qu'il soit précisé ou qu'il ne soit pas précisé. Nous ne sommes pas des Maghrébins. Mais ces gens qui vont apporter leur contribution à cette chaîne, ils doivent le savoir. Dans le passé, on avait, en parlant du pouvoir, en Kabylie, on disait qu'il y a des Kabyles de service. Maintenant, il y a des Kabyles au service de l'islamisme. C'est une honte. C'est une honte. Servir le pouvoir, servir l'islamisme, c'est beaucoup plus grave encore. L'islamisme tel qu'il est préconisé, tel qu'il est au fond de la pensée de Rachad, il est beaucoup plus grave que celle développée par le pouvoir en place. Alors encore une fois, on avait des Kabyles qui étaient des Kabyles de service du pouvoir. Maintenant, on a des Kabyles qui sont des Kabyles de service au sein des Maghreb. Ils disent, mais nous disons ce que nous pensons, du moins pour certains. Il y a des jeunes même qui viennent avec leur barbe, qui se donnent une barbe pour faire la démonstration qu'ils deviennent acceptables aux islamistes. C'est une honte, c'est une honte. Ça m'a fait penser à une chose.
Dans la littérature mondiale, il y a un personnage, dans la culture de la littérature mondiale, il y a un personnage qui s'appelle Gribouille. Gribouille, c'est un simplet. Un homme d'une très grande honnêteté, mais très simple, il ne raisonne pas. Il réagit comme ça. Il agit très vite sans réfléchir. Alors, il tombait de la pluie, il était mouillé. Il cherchait un refuge pour se protéger de la pluie. Il avait un bassin, il s'est jeté dans le bassin d'eau. Voilà à quoi ressemblent ces gens-là. Déjà mouillés par la pluie qui tombait, dévastatrice du pouvoir, ils se jettent dans l'eau, dans le bassin pour se protéger de la pluie, mais c'est beaucoup plus grave encore. Voilà à quoi ces gens-là me font penser. Alors, encore une fois, c'est une insulte à l'Algérie que de garder le nom Al-Maghrabia. Et les Algériens dans leur entier doivent le savoir. Et tôt ou tard, ils le sauront. Grâce à vous, entre autres. Pas simplement grâce à moi. Moi, je suis l'aiguillon. Mais il y a des idées de progrès qui viennent de partout. Vous savez, j'ai toujours dit, des idées de liberté viennent de partout. Elles viennent du ciel, elles viennent de la terre, elles viennent de la mer. On ne peut pas actuellement. Chaque pays est devenu un village dans le monde. Les idées circulent, ce qui fait que elles peuvent être freinées pendant un certain temps, mais ils finissent toujours par s'imposer. L'Algérie algérienne s'imposera. L'Algérie algérienne dans une Afrique du Nord, nord-africaine. Alors, je ne sais pas si j'ai fait le tour de ce Maghrabia et de ces hommes qui se réclament de la démocratie, hypocritement de la démocratie. Alors, voilà, vous m'avez proposé tout à fait au départ une question de la popularité, que je ne suis pas suffisamment populaire à l'échelle de l'Algérie entière, ce qui est exact. Ce qui est exact, pourquoi? Parce que de tout temps, de 62 à nos jours, j'ai été persécuté de manière constante. À l'époque où j'étais ici, si vous voulez que je rentre dans les détails, je rentrerai dans les détails. Ben Bella m'a fait torturer. Et Ben Bella a donné l'ordre de m'abattre. Un de ses collaborateurs, Ahmed Esh, un de ses tortionnaires, m'a dit « C'est heureux qu'on vous ait arrêté parce que l'ordre a été donné de vous abattre. » Boumedienne, par 2 fois, a donné l'ordre de m'abattre. Ils ont demandé également mon extradition, qui a été refusée par Giscard d'Estaing, mais qui a dit « Je l'étoufferai » et on m'a étouffé également en France. Il ne fallait pas qu'on parle de moi, ni en Algérie, ni en France. On a lancé Aït Ahmed et Saïd Saadi, uniquement pour contribuer à mon étouffement. Ils ont été encouragés dans leur politique uniquement pour mon étouffement. Lorsque je suis rentré en Algérie, ça n'a pas été facile pour avoir mon passeport. Lorsque je suis rentré en Algérie, ils se sont dit, il est âgé, il est venu pour mourir. Lorsqu'ils ont vu que j'ai commencé à faire des conférences, et que j'ai accordé 2 ou 3 interviews, l'une d'elles a eu un retentissement extraordinaire. Je me souviens, c'était Rouatal. Le journaliste était venu me voir, un garçon sympathique d'ailleurs. Bon, au cours de la campagne, je dis, il n'y a pas d'arabe en Algérie. Il me dit, comment il n'y a pas d'arabe? Je dis, il n'y a pas d'arabe en Algérie. Il y a des berbères berbérophones et des berbères arabophones. Bon, j'ai développé. Les gens qui viennent de l'extérieur finissent par se fondre dans la masse des autochtones. Des études ont été faites sur cette question. 5%, en parlant des Romains, des Phéniciens, des Romains, des Grecs, comment on les appelle déjà, j'oublie toujours leur nom, des Vandales, des Arabes, etc. Le tout réuni, ça ne fait pas 5% de la population. 5% de la population. Mais les gens, c'est comme ça que les nations se constituent d'ailleurs. Les gens, il y a le fond du pays, les gens du pays, il y a d'autres qui viennent de l'extérieur. La France, simplement, au XXe siècle, elle a connu énormément d'Espagnols.
elle a connu énormément de Portugais, elle a connu énormément d'Italiens, elle a connu énormément de Polonais et de Russes qui se sont fondus dans le creuset français. Et ils ont disparu, ils ont perdu leur qualité ancienne pour devenir de véritables Français. Tous ces gens-là qui sont venus de l'extérieur se sont fondus dans le creuset berbère, ils sont tous devenus des berbères. Enfin, il a assez insisté quand même. Après toutes mes démonstrations, j'ai dit oui, il y en a. Il y en a où? Dans l'ambassade du Qatar et dans l'ambassade d'Arabie Saoudite. Ça a été répercuté partout. Jusqu'à ces derniers temps, les gens m'arrêtaient pour me le dire. Et donc le pouvoir, lorsqu'il a vu que je me déplaçais pour faire des conférences et que ça commençait à se répandre, l'ordre est donné à tous les journalistes, interdiction formelle de couvrir les conférences d'Archid Al-Yahya. Interdiction formelle. Alors comment voulez-vous? Malgré cela, j'ai quand même persisté, mais les idées quand même se développent petit à petit, et encore avec l'atmosphère nouvelle qui est en train de se renforcer, favorable à la modernité, eh bien, j'ai servi d'aiguillon. J'ai servi d'aiguillon, mais j'ai fait tout ce que je pouvais faire, et je ferai tout ce que je pourrai jusqu'au dernier jour de ma vie, que je perde ma sérénité. Je le ferai de manière constante. Alors, je crois avoir répondu à votre question première. Absolument. La deuxième question. Et je disais que vraiment le seul qui est toujours droit dans ses bottes, c'est bien Rachid Al-Yahya. Il n'a pas changé. D'ailleurs, il a toujours la même ligne de conduite. Une Algérie algérienne, dès le départ jusqu'à aujourd'hui. Alors, maintenant, ma position fondamentale, je suis pour l'Algérie algérienne dans une Afrique du Nord nord-africaine. Moi, je suis dans la lignée de Massinissa, qui a dit l'Afrique aux Africains. Je suis dans la lignée de Yororta. Je suis dans la lignée de Qusayla. Je suis dans la lignée de Dihya. Je dirais même, je suis dans la lignée des ulama de Batna, qui ont été les premiers à dire aux ulama de Constantine, à celui qui se distinguait à l'époque, j'ai perdu son nom, mais vous pouvez me le dire immédiatement, on a beaucoup parlé de lui ces derniers temps, il voulait se déplacer à Batna pour faire leur conférence, il a dit, mais l'Algérie n'est pas arabe, l'Algérie est berbère. Je suis dans cette lignée. Les Chaouis, auxquels j'accorde une très grande importance, doivent se souvenir de leur glorieux passé. Qui dit que Massinissa n'est pas Chaoui? Qui dit que Yororta n'est pas Chaoui? Constantine a été leur capitale. Juste à proximité de Constantine, j'ai oublié le nom de la région, où a été d'ailleurs le tombeau que l'on a fait Massinissa, hein? Khroub. On parlait le berbère jusqu'à la moitié, dans la deuxième moitié, au début de la deuxième moitié du XXe siècle, on parlait encore le berbère. Qui dit qu'ils ne sont pas chauds? Nous avons un passé glorieux, un passé malheureux, mais un passé glorieux. Nous avons de qui nous réclamer. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut continuer dans la voie ancienne, qu'il faut partager l'Afrique du Nord en morceaux qui soient hostiles les uns aux autres. J'ai toujours dit que tous ces gens qui ont été arrêtés ces derniers temps, je les défendrai. Je les défendrai jusqu'au bout, c'est ce que j'ai dit, je crois. J'ai quelques noms, mais je n'ai pas tous les noms. J'ai dit que je défendrai, après avoir défendu Yassine Mebarké, si vous vous souvenez, je l'ai défendu. Il est sorti, oui. Hamou Boumdien, je le défendrai. Bouaziz Zaid Chebib, je le défendrai jusqu'au bout. Mira Mkenash, je la défendrai jusqu'au bout, elle vient d'être condamnée à 2 ans de prison. Abdeslam Abdenor, je le défendrai jusqu'au bout. Mouloudj, journaliste à Liberté.
Et d'autres, je l'ai défendu, je crois, dans un de mes choses. Je les défendrai tous. Je les défendrai tous, jusqu'au bout. Mais je ne partage pas leurs idées. Parler d'indépendance de la Kabylie, j'ai dit que l'indépendance de la Kabylie est une impossibilité historique. C'est une impossibilité historique. J'ai dit également ces derniers temps de manière nette ce que je disais dans mes conférences et avec mes amis. Je disais également que parler d'autonomie régionale, d'autonomie renforcée régionale, c'est également une impossibilité historique. Il faut un État qui soit capable de fonctionner et non pas un État qui s'appuie sur des régions qui sont plus ou moins indépendantes les unes des autres, tirant chacune des habits de son côté pour se couvrir, intéressés davantage par leurs intérêts particuliers plutôt que par l'intérêt national, qui est en réalité l'intérêt de chaque région. L'intérêt national, c'est l'intérêt de chaque région. Je suis, de ce point de vue, pour l'unité telle que je l'ai développée, non pas dans l'uniformité, mais dans cette composition double au niveau national. Je l'ai développée, ce n'est pas la peine que j'y revienne. Actuellement, mon attention est concentrée sur l'Algérie algérienne. Mais je n'oublie jamais de dire de manière constante l'Algérie algérienne dans une Afrique du Nord nord-africaine. Un État fédéral dans un État confédéral. Un État fédéral, un État confédéral démocratique et social. J'ai développé mes idées davantage sur la question nationale. Je ne me suis pas attardé sur la question de la démocratie et de la justice sociale. Elles sont liées l'une à l'autre. Si la question nationale n'est pas résolue, la question de la démocratie ne peut pas être résolue. Simplement avec cet élément qui caractérise la domination de l'arabo-islamique, la langue arabe classique, elle ne permet pas l'égalité des citoyens. Elle ne le permet pas. Pourquoi? Elle est enseignée en Algérie. Elle développe l'ignorance et la médiocrité. Les riches et ceux qui sont au pouvoir envoient leurs enfants à l'étranger. Ils se donnent une formation moderne. Comment voulez-vous comparer ceux qui ont reçu une formation en Algérie du point de vue de la pensée, du point de vue des sciences naturelles, du point de vue technique, du point de vue technologique? Comment voulez-vous que ceux qui sont formés en Algérie soutiennent une comparaison avec ceux qui sont formés à l'extérieur? Et ceux qui sont formés à l'extérieur, lorsqu'ils rentreront, ce sont eux qui domineront également l'Algérie. C'est un élément d'inégalité, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, vous l'avez dit, vous l'avez lu, c'est un élément d'inégalité. La démocratie est impossible avec l'arabisation de l'Algérie, avec le maintien de la langue arabe classique. Je suis pour la démocratie. La démocratie ne veut pas dire simplement des élections. Les élections, ça peut conduire à tout. Ça peut conduire à la dictature. Hitler a pris le pouvoir à partir de la démocratie. Toutes les dictatures qui se sont réunies à l'époque moderne, à l'époque contemporaine, ils ont tous continué à pratiquer les élections, à l'Est comme à l'Ouest. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Oui. Hein? Ils ont tous une apparence démocratique, mais quant au fond, est-ce qu'ils sont réellement démocratiques? Est-ce qu'il y a vraiment une égalité? Est-ce qu'il y a vraiment une justice sociale réelle? La condition première de l'égalité, de la démocratie, de la justice sociale en Algérie, la condition première, c'est la libération nationale. C'est l'Algérie algérienne. C'est l'Algérie algérienne fédérale, intimement liée à la démocratie et à la justice sociale. Je finirai par cela si vous le voulez bien. Oui, je voudrais juste une dernière question. Comment vous résumez l'Algérie depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, en un seul mot, là, une phrase? Est-ce que c'est un gâchis? Est-ce que... Il est sûr. Moi, je n'aime pas, je n'aime pas des formules un peu trop générales. Il y a beaucoup qui disent qu'il n'y a rien de fait.
il y a d'autres qui disent qu'il y a beaucoup de faits. Il y a quand même quelque chose qui est fait, c'est une chose qui est certaine. Mais c'est sans comparaison avec les possibilités réelles du pays. Et surtout, c'est dans un cadre étouffant, un cadre de domination, dans un cadre d'oppression, dans le cadre de l'arabo-islamisme. Et cela, je suis contre. Ok. Merci beaucoup, Der Rachid. C'était vraiment un plaisir. Et à chaque fois, on apprend des choses avec vous. C'est moi qui vous remercie. Thank you.